Alors, on en a déjà parlé également. C'était une compagnie qui était sous-évaluée précédemment. Voilà, on va essayer de déterminer si en date d'aujourd'hui, on a toujours une opportunité d'investissement. OK. Donc, première chose que je vais regarder juste pour faire un tour d'horizon ici assez rapide. OMC, stabilité, croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on prend ça, on met ça ici. On a une stabilité des revenus, compagnie plutôt mature. Les marges brutes, est-ce qu'elles sont stables? On voit que les marges brutes s'effondrent, mais bon, quand on considère, attention, par rapport à 2016 ici, donc ça fait 6 ans qu'on a des marges brutes qui sont à peu près aux alentours de 18%. D'accord? Maintenant, on va regarder les marges EBITDA. OK. Au niveau des marges EBITDA ici, on constate que les marges EBITDA sont plutôt, je dirais, plutôt stables. OK. Vous pouvez comparer les deux ici. Et ça, stable depuis plusieurs. On pourrait même dire qu'on a une légère croissance. Donc, faites attention, ça peut être comment on dit ça ici? Ça peut être un effet comptable ici. D'accord? Il y a peut-être une nouvelle régulation ici, des nouvelles normes comptables. C'est la raison pour laquelle on a tendance, on a l'impression que les marges au bout s'effondrent, mais en fait, en réalité, il n'y a rien du tout. D'accord? Faites attention ici. Ensuite, on va aller regarder les net income, les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On constate ici que net income et free cash flow vont dans le même sens. Free cash flow est même souvent plus élevé que net income ici. D'accord? Donc, les free cash flow représentent la véritable rentabilité de ce business-ci. Et moi, j'aime bien prendre les moyennes ici. On est à peu près aux alentours de 1,5 milliard par là. OK. Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il diminue drastiquement. Donc, ce qui nous permet ici de voir quel est notre shareholder yield en moyenne. On a un shareholder yield supérieur à 5% ici. Le shareholder yield, c'est quoi? Le rachat d'actions, le versement d'un dividende, le repaiement de la dette ici, c'est un cash qu'on pourrait... Si on prend le cash qu'on a utilisé pour racheter la dette ici, pour repayer la dette, excusez-moi, pour racheter les actions ici, d'accord, plus celui qu'on a utilisé pour le dividende, si on avait uniquement utilisé ce cash-là pour le dividende, vous aurez eu un rendement de 5%. Sinon plus. D'accord? Donc cette entreprise-ci vous verse bien plus que ça, que ce fameux 3,28% ici. Donc j'aime bien le rachat d'actions ici. D'accord? Surtout quand c'est fait à bon prix. Et je peux déjà voir ici que le prix est assez intéressant. Tout rachat d'actions fait en dessous ici de 20, enfin, dépendamment du type d'entreprise, hein, parce qu'il ne faut pas donner ici une règle générale, parce que vous avez tendance à mal utiliser les règles générales. Vous allez vous dire ici que oui, ben, si l'entreprise rachète ses actions à moins de 20 fois les bénéfices, quand elle cote à peu près en dessous de 20 fois les bénéfices ici, c'est une opportunité, c'est un bon prix. Non, si c'est une compagnie cyclique comme du Total Energy qui s'échange peut-être, si Total Energy s'échange à 20 fois les bénéfices, c'est peut-être pas intelligent de racheter les actions. En période où le prix de la commodité a augmenté, faites attention, parce que les cycliques, c'est un peu différent. Bref, j'aime bien ce que je vois ici. Dette nette sur EBITDA, on a à peu près une fois les EBITDA ici. La dette nette ici en termes de volume, c'est comme on a combien ici? On a à peu près aux alentours de 2,4 milliards et peut repayer la dette nette ici en 2 ans, uniquement avec les bénéfices nets. Rappelez-vous, on avait du 1,5 milliard ici. On me demande de payer en termes de bénéfices nets, en termes de free cash flow moyen. On me demande de payer 1,5 milliard ici, un business qui pourrait me rapporter à peu près. On me demande de payer 17 milliards. Un business qui pourrait me rapporter 1,5 milliard par an, soit un rendement de 8,82%. Vous savez que nous, on aime bien quand ça se rapproche de 8,82%. Et ça, sans prendre en considération la croissance. D'accord? C'est juste la moyenne actuelle. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Donc, combien soient les bénéfices, on va avoir tendance à payer ici? Ça sera entre 15 et 17 fois les bénéfices pour ce genre de business. OK? Donc, quand vous voyez un business pareil qui a des revenus assez récurrents, qui semble être assez prévisible, qui s'échange à des multiples valorisations très très bas, posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui se passe derrière? OK? Qu'est-ce qui se passe derrière? Parfois, il n'y a juste rien du tout. Donc ici, on me demande, on s'attend à peu près, pour un business assez prévisible, on s'attend à peu près à 8,94$ d'ici 2026 du point de vue bénéfice net par action, divisé par le prix actuel. Ça veut dire qu'à cette période-là, on aura à peu près un rendement sur coût de combien? 10,5%. Magnifique. Pourquoi je vais refuser de payer ça en date d'aujourd'hui? Donc, si l'entreprise me reverse la totalité des bénéfices nets ici en dividende par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, j'aurai 8,75%. Vous avez vu avec le shareholder yield, on distribue en moyenne du 5% par là. Donc, en prenant en considération les buy-back et le remboursement de la dette. Or, si on prend juste le dividende, c'est 3,29%. Donc, c'est intéressant non seulement du point de vue dividende, mais également du point de vue performance. Donc, moi, j'aime bien du Omnicom en date d'aujourd'hui. OK? J'aime bien ça. D'accord? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je dis ici que le maximum, ce sera aux alentours de $134 ici. Si on prend le $134, moins la dette nette ici. Pour ceux qui aiment bien, les chiffres seront ici $134, moins à peu près
$12 par là, donc on sera à peu près à $122 l'action. Dans tous les cas de figure, par rapport au prix actuel, on voit qu'on a quelque chose d'assez intéressant à aller regarder en profondeur. Parce que je dis toujours ici, ça c'est le quantitatif, ça présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres, les deux sont indissociables et c'est ça qui donne une analyse fondamentale. Donc, on sait que du Omnicom, ça nous intéresse quantitativement, mais maintenant, est-ce que qualitativement c'est le cas? Je vous laisse répondre à cette question-là. Vous avez tous les éléments nécessaires ici dans vos rapports financiers. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse gratos jusqu'au 29 du mois de février. Merci.